Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Merci de nous rejoindre et merci de nous être fidèles chaque semaine depuis des années. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Chérif Idriss, bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'université. À l'École supérieure de journalisme d'Alger. École supérieure de journalisme, voilà. Je confonds. Il fallait lui inventer une guerre pour qu'il vienne. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Amina Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante, militante associative, activiste, vous aimez ce mot aussi, du Hirak depuis le premier jour. Et Hassan Radi, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, merci de nous rejoindre. On commence toujours le Café Presse Politique par l'image de la semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Hassan. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Oui, ça c'est une surprise. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis plus sous contrôle judiciaire parce qu'on a avancé mon dossier à la chambre d'accusation, donc je ne signe plus en principe tous les lundis chez le juge en attendant de passer en procès. Donc j'en ai profité, comme j'étais fatigué du CPP, je suis parti à Janet où j'ai pas été depuis 22 ans. Et donc je suis parti dans la vallée de la Tadrat pour couper un petit peu. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est vraiment mon choc et c'est mon image de la semaine, que c'est devenu la 8e région militaire de l'Algérie. Il y a un nombre incroyable de casernes. Ahmed Gaïd Salah devait dépenser de l'argent, j'imagine, et donc il nous a inventé ce mythe du risque libyen. Et donc il a mis des casernes sur toute la frontière. Il y a même du barbelé entre Herat et Janet, et les populations tergis sont séparées et on ne peut plus circuler sans croiser des militaires dans le parc national du Tassili. C'est affolant, je suis choqué. En même temps, Mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous déplacer? Non, une fois qu'on est avec une agence de tourisme, on est protégé et on peut circuler. Mais il y a des accès qui sont contrôlés d'ailleurs. Pour entrer dans la vallée de la Tadrat, que je recommande à tous les Algériens qui peuvent le faire un jour parce que c'est le nec plus ultra du désert. Il y a des accès, les WED qui permettent de rentrer dans cette vallée sont contrôlés à l'entrée. Bon, si c'est pour la sécurité des touristes étrangers, que ça leur permet de revenir en masse, etc., on veut bien. Mais pourquoi autant de casernes? On ne les voit pas toutes, Dieu merci, parce que le désert est très grand. Mais quand on est avec un guide tergui, il vous dit à 10 km par là, il y a une caserne, à 20 km par là, il y a une caserne. Est-ce que c'était nécessaire de déployer autant de moyens? Il y a la fibre optique, il y a sur 220 km qui va en double bande jusqu'à le poste frontière. Dans mon quartier, il n'y en a pas. Ça peut servir pour le développement dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est pour répondre à un risque sécuritaire. Je suis désolé, il n'existe pas ce risque sécuritaire. C'est pas Haftar qui va envahir le Tassili. Il n'y avait pas besoin de déployer tout ça. Donc c'est grâce à la fibre optique que vous êtes tombé sur le SMS de Zobida Hassoui. J'ai pas voulu en faire l'image d'Assoui. Qui vous cherchez depuis longtemps. Amina Haddad, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alors moi, 2 images. Je suis venue bien préparée. Il y a une image. Moi, j'ai une image nationale et une image internationale. Les deux se rejoignent dans 2 couleurs, le jaune et le bleu. Donc, effectivement, tous les écrans, les médias à travers le monde sont teintés dans leur coin de jaune et de bleu en expression au soutien à l'Ukraine. La première image nationale, c'est cette érection tout de suite. Dont personne ne veut. Il faut finir la phrase. Mur, oui, c'est ça, il ne faut pas tarder. Donc, un mur sur la côte oranaise, un mur bétonné qui, en ce moment, jusqu'à maintenant, il est en construction. Et on voit le dessin de meurtrières, des petites ouvertures sur la mer. Et j'imagine qu'il finira barodé, puisque c'est le concept de méfiance qui le veut et le concept qui est répandu. Alors, ce truc-là se veut être, parce qu'il n'y a pas eu d'explication officielle, du moins pas convaincante, mais lutter contre la harga. Donc c'est un moyen de mettre un filtre à nos frontières maritimes. Le jaune et le bleu, dans ce cas-là, c'est la mer, le sable, et donc voilà, on veut nous empêcher de voir la mer. De l'autre côté, une autre vision de la frontière, et à ce moment-là, en Ukraine, et cette image, elle est choquante. Autant celle-là, elle renseigne sur une forme de désinvolture de la dissidence algérienne, autant l'autre, c'est quand même une image très très choquante à la frontière ou aux frontières de l'Ukraine, notamment avec la Pologne ou avec la Bélarussie,
eh bien, ces dizaines pas de migrants, mais des étudiants ou des cadres installés en Ukraine, de couleur, soit des Afghans, soit des Africains, et qui se sont vus soit refoulés, soit leur départ a été retardé juste sur une considération de couleur, donc deux images de la bêtise. Oui, c'est des actes de racisme qui avaient été condamnés, notamment par les pays européens. Et pour le mur de Oran, il avait choqué l'opinion publique. En effet, c'est un mur qui a été construit pour soi-disant lutter, mais les associations locales activent depuis pour que ce mur disparaisse, on espère, un jour. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Vous avez eu le temps de réfléchir, chef Davis? Une seule image suffit. Non, oui, effectivement, non, parce que autant en venant ici, ma mémoire n'était pas pleine plutôt, mais ça m'a fait rappeler plutôt ce que vient de dire Amina. Et vraiment, c'est une image qui m'est restée marquée. Par exemple, dans les championnats européens, anglais, allemands et tout, c'est ce qu'on appelle l'union sacrée par rapport à la crise ukrainienne, la solidarité avec les Ukrainiens et tout. On en fait plus. Même les médias atteignent l'enceinte qu'il y a une inflation, c'est-à-dire de télévisuel, en termes d'image, du soutien envers l'Ukraine, qui contraste un petit peu avec ce qui s'est passé en Palestine, les Gaza et tout. On n'en a pas vu ça. Ce qu'on appelle cette image renvoie ce traitement double standard d'une certaine hypocrisie occidentale. Il est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec l'action militaire russe en Ukraine, mais à un moment donné, ce qui est choquant de mon point de vue, ce qui m'a interpellé le plus, c'est que ce qui s'est passé à Gaza en 2008, en 2014, on n'en a pas fait cela. C'est-à-dire que là, on en fait autant pour l'Ukraine à tel moment où, en termes de discours et en termes d'agir, on parle des sanctions qui ont été imposées même aux sportifs russes et tout, mais aussi la symbolique, c'est comme si qu'il y a des causes qui sont plus importantes que les autres, alors que des Palestiniens se sont écrasés par milliers, par centaines par l'armée israélienne. On n'en parlait pas. Alors, juste sur cette question, avant d'entamer le débat, ce sujet a été souvent évoqué avec la polémique sur le soutien, et la réponse qui a été donnée, est-ce qu'on peut reprocher aux Européens de ne pas avoir soutenu la cause palestinienne et de soutenir plus l'Ukraine, qui est un pays européen? C'est la question qui est revenue sur le soutien, et que c'est peut-être notre rôle à nous, donc nord-africains ou membres de la Ligue arabe, de soutenir beaucoup plus la Palestine, comme les Européens soutiennent l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On le reproche aux Européens de ne pas soutenir la cause palestinienne comme ils soutiennent l'Ukraine, alors que c'est un pays européen, c'est peut-être un soutien inter-européen. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les opinions sont différenciées. Il y a des opinions de droite, des opinions de gauche, il y a des va-t-en-guerre et des pacifistes. Il y avait des Anglais qui étaient derrière Blair pour qu'il aille en Ukraine, en Irak, et la majorité était contre. C'est contrasté. Dans les pays arabes, c'est des autocraties. On a du mal ou des dictatures, on a du mal à différencier l'opinion, mais on est d'accord pour dire que tous les Arabes sont en faveur de la Palestine. Le problème, c'est qu'effectivement, la priorité, ce serait de faire la pression sur nos gouvernements, sur les États arabes, pour qu'ils soutiennent la Palestine. Nous reviendrons sur cette question, bien sûr, à la fin de l'émission. Nous aborderons longuement l'attaque contre l'Ukraine. Mais on va parler du 8 mars, parce que nous avons célébré donc la Journée internationale des droits de la femme, et non Journée de la femme, comme on le dit souvent. J'ai rencontré avant-hier, lors du procès de Fathi Ras, l'avocate Zoubida Assoul, qui disait que ça ne doit pas être une fête, mais une halte pour faire le bilan. Aujourd'hui, on a fait le bilan du 8 mars 2019, 2020, 2021. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons fait des pas en arrière, nous avons reculé, Amina Haddad, sur la célébration du 8 mars et sur le bilan des droits? Oui, effectivement, le recul qui est enregistré et qui pollue un peu nos constats actuels, on s'en aperçoit durant des stations comme celle-ci. Le 8 mars a été très glorieux durant les 3 années qui ont précédé. Le premier d'il y a 3 ans, c'est-à-dire celui de 2019, l'action du vendredi était toute neuve, et donc le 8 mars est venu appuyer sur le plan arithmétique ce qu'est une marche millionnaire, et ça on l'a vu le 8 mars. Donc voilà, et puis ça a signé de toute notre volonté la présence des femmes inéluctables au cœur de la revendication, et donc en étant visibles. Bon, ça c'est 2019. 2020 est venu en appui
à 2019, c'est-à-dire que c'est le marquage d'une continuité. 2021, c'était tout proche du retour et donc du tome 2 du Hirak. Et les femmes algériennes ont tenu à marquer de leur présence dans la rue ce 8 mars-là. Et le circuit a été, pour le coup, écourté par une forte répression ce jour-là. Et puis cette année, je pense que moi personnellement, j'ai reporté par anticipation la frustration du 22 février sur le 8 mars, sans pour autant charger de regrets, parce que cela m'apparaît comme une volonté commune de ne pas se confronter à la répression, parce que le dispositif policier, lui, était bien là, du moins je parle d'Alger. Et donc c'est dans la continuité de cette rétention de manifestations volontaires de la part des hirakistes dans un contexte qui tendrait à ce que ça devienne autre chose, c'est-à-dire tendre vers le Chevdis, on a presque envie de dire que le 8 mars était beaucoup plus important et rassembleur que le 22 février 2019. Je parle du 8 mars 2019, avec la présence incroyable des femmes, mais aussi des hommes. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a eu plus de monde que le 22 février. Déjà, ça a commencé le 1er mars. Le 1er mars, puis le 8 mars. Est-ce qu'on peut le dire? En fait, le 8 mars 2019, on pourrait le qualifier comme une réappropriation féminine de l'espace public. C'est la première fois où on a vu vraiment les femmes s'engager de force. Déjà qu'il y avait un problème fondamental en Algérie, c'est que quand on dit les femmes et l'espace public, c'est connoté un petit peu. Cela vouloir dire peut être interprété de différentes manières. C'est en rapport avec la sociologie algérienne, les rapports et la représentation qu'on se fait du rôle de la femme et des rapports entre hommes et femmes. Le 8 mars, ça a été un marqueur très important, une évolution qualitative, où les femmes ont été présentes quantitativement, mais aussi qualitativement. Parce qu'on dit toujours que les gens s'étonnaient qu'à un moment donné, les gens étaient organisés. Parce qu'il y avait toujours ces stéréotypes, ces clichés, c'est que les Algériens ne savent pas, et le pouvoir politique de l'époque avait entretenu cette idée, ce discours qu'en quoi les Algériens, s'ils devaient manifester, ça serait de manière violente. Donc, quand on a vu la présence des femmes le 8 mars, quelque part, il y a eu cette réappropriation de l'espace public de la part des Algériens, mais aussi à un moment donné, ça a contribué un petit peu, je n'irai pas jusqu'à dire à pacifier les rapports entre hommes et femmes, mais on a vu une autre Algérie, c'est-à-dire un respect. Les Algériens, il y avait le respect extraordinaire qu'on manifestait à l'égard des femmes, mais aussi les Algériens les uns envers les autres. Mais ce 8 mars 2019 reste un tournant très important parce que les femmes ont démontré qu'elles peuvent être un acteur majeur au sein de la société algérienne, que l'espace public n'est pas algérien, n'est pas masculin foncièrement, il peut être féminin. Et troisième des choses, c'est que la femme, elle peut être un acteur politique majeur. Certaines revendications brandies par certains collectifs de femmes de gauche, de droite, de différents bords idéologiques et politiques, dénotaient une certaine prise de conscience très importante du rôle que la femme peut jouer dans ce mouvement populaire qu'on n'a pas connu depuis 1962. Et ça a été un moment extraordinaire. Mais dommage, c'est-à-dire qu'au lieu que le débat devait, si on peut dire, déboucher sur quelque chose de fécond, d'aller plus loin dans une nouvelle façon de voir ce qu'on appelle le statut de la femme, le rôle de la femme dans l'Algérie, il s'est passé ce qui s'est passé depuis 2019 avec le recul qu'on a connu. Hassan, quand vous vous rappelez de ce 8 mars 2019, vous dites que ce souvenir est lointain, avec son lot d'espoir aussi? Je pense que c'est Amina qui vient d'utiliser le mot inexorable. Je pense que le 8 mars 2019 a montré en fait la nouvelle sociologie de l'Algérie. L'Algérie ne peut plus se projeter autrement qu'avec une forte présence des femmes. On la connaissait dans des espaces qui ne sont pas l'espace public. L'enjeu, c'était effectivement l'espace public, à la fois pour le citoyen, mais aussi pour la citoyenne en particulier, et le 8 mars l'a montré. Et c'est resté d'autant plus un enjeu que la contre-révolution, de mon point de vue, la reconquête de l'espace public, elle a eu comme stratégie de commencer par l'éviction des femmes. La tentative de réduire la part
des femmes dans les cortèges du Hirak, qui, de mon point de vue, était un objectif sécuritaire affiché dès le début, hein, dès les premiers jours. On se rappelle le 12 avril, les grenades dans le tunnel des facultés, ça a provoqué, la semaine d'après, le 19 avril, il faut rappeler que le 12 avril, Bouteflika était tombé et qu'on avait directement affaire au chef d'état-major, qui donc tout de suite a utilisé la violence pour dire faute de Zahou, chacun rentre chez lui, et ça s'est manifesté. Il faut noter aussi que le décès du jeune militant de Yetto aussi. De Yetto, c'était ce jour-là. Ouais. Il est mort une semaine après, mais les violences dont il a été victime, c'était ce jour-là. La reconquête est passée par là. Et il y a eu une pression qui s'est poursuivie jusqu'à la reprise, donc la deuxième saison du Hirak. Et à ce moment-là, elle est passée par cette propagande contre laquelle je me suis dressé, de dire que le Hirak jdid hadaya, Rabbin al-Din Tayar al-Islami, et en fait, vous les modernistes, entre guillemets, etc., vous êtes les dindons de la farce, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est vrai que les classes moyennes supérieures ont moins été dans le Hirak de la saison 2, et lorsque les classes moyennes supérieures, entre guillemets, le sont moins, il y a une catégorie de femmes, et il y a deux, à ce moment-là, on introduit la catégorie qualité également, qui est moins présente dans la rue, et on nous l'a fait observer. Même si les cortèges populaires, Bablouad, Qsba, Alger Centre, il y avait des femmes, mais c'est vrai que proportionnellement, sur Didouche Mourad, le fait que Didouche Mourad est baissé, il y avait une présence plus faible des femmes, et ça s'est accentué au fil des semaines avec la montée en puissance de la propagande le mouvement islamiste qui a été qualifié d'islamique de Rachad, Daoulkoum al-Hirak, et donc ça a eu une incidence en particulier sur une catégorie de femmes. Juste pour l'amana, si on veut. Le souvenir parce qu'il faut réparer et penser un peu les blessures. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait partie de ce mouvement, qui ont connu toutes ces intensités, notamment des marches, et qui sont restées sur une frustration inguérissable. Et donc l'image de la toute dernière marche qu'a connue Alger, c'est une marche qui, pour moi, a valeur d'un autre 22 février, parce qu'elle a apporté une innovation dans le tracé des villes, justement, celle qui est allée jusqu'au ruisseau, justement parce que la défection en nombre a commencé à se voir du côté du centre, c'est-à-dire du côté de Didouche Mourad, mais c'est pas que la volonté des manifestants, parce que ça a été un point très très chaud et très mis en surveillance, mais l'image, la sociologie qu'a posé le Hirak depuis le premier jour jusqu'à la dernière manifestation d'Alger, il y a eu des femmes et il y a eu une intensité de renouveau, parce que ça s'est fait dans la difficulté, parce qu'on était au dernier jour de Ramadan, et que par la suite, je suis sortie justement dans l'espoir de pouvoir reconduire nos vendredis comme d'habitude, et donc on sait au deuxième jour de l'Eid, et les trois, je pense 2 ou 3 vendredis qui ont suivi, où de visu, nous avons vu la répression policière s'opérer, et là, les femmes n'ont pas été épargnées. J'ai été témoin de foulards arrachés et de files de femmes parquées aux portes des fourgons de police. On parle des anciens 8 mars, vous l'aurez constaté, avec beaucoup d'amertume et de nostalgie, mais qu'en est-il de maintenant? Alors, nous avons commémoré ou célébré le 8 mars hier, 2022. Quelle est la différence entre les 3 derniers 8 mars? Vous avez dit que c'était des 8 mars glorieux. Est-ce que celui d'hier est moins glorieux que ceux d'avant? Non. La résistance était glorieuse parce qu'elle était belle et souriante, et son panache a marqué tout le monde, et je pense qu'il marquera cette page d'histoire par cette caractéristique-là. Le 8 mars dernier, celui d'hier, n'est pas moins glorieux parce que la résistance est sous-jacente, elle n'est pas visible, mais c'est un 8 mars qui a vu la naissance de la première revue du féminisme, Plaça. Je n'ai pas assisté à la
présentation inaugurale, mais c'est un projet qui a rassemblé des femmes autour de la parole démocratique et d'une vision de la société algérienne. Donc non, c'est pas moins glorieux ou pas, c'est plus douloureux. Est-ce que vous considérez, chef de liste, qu'en matière de droit, il y a encore des choses à faire, puisque le 8 mars est aussi une occasion pour faire une halte sur le bilan? Quel bilan on peut parler aujourd'hui des droits de la femme en Algérie en 2022? Je suis très mal placé pour parler des droits de la femme. Il n'y a qu'une femme qui puisse... Vous êtes professeur à l'école de journalisme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants femmes là-bas? Oui. Il y a beaucoup d'enseignants femmes, me semble-t-il. Je n'ai pas le nombre exact de femmes. Beaucoup d'étudiantes, beaucoup d'enseignantes. Même dans le personnel administratif et technique, il y a des femmes. Est-ce qu'il y a un paradoxe? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, mais en matière de droit, il continue d'y avoir des revendications. Est-ce qu'il y a un paradoxe entre les deux? Non, le paradoxe n'est pas le fait qu'il y ait des revendications, c'est-à-dire que les revendications, elles sont légitimes, pour d'autres, elles ne le sont pas, c'est-à-dire cela dépend du point de vue duquel on se place et de la façon de se représenter la chose. Mais à mon sens, le débat actuellement, il a été biaisé, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'instrumentalisation de ces combats pour les droits des femmes. Chaque année, le 8 mars, c'est devenu un rituel, à part ce qu'on appelle j'aime pas qualifier la parenthèse de 2019, 2020, 2021 qui étaient des moments extraordinaires du Hirak, mais plutôt, à part ces 3 années, on a assisté vraiment à une nouvelle façon d'envisager ce qu'on appelle la citoyenneté algérienne. Quand je dis le Hirak, la citoyenneté avec un grand C, et dans laquelle citoyenneté, la femme a pris une part très importante. Le problème qui se pose avec le 8 mars actuellement et en termes de droit, on pose le débat, c'est-à-dire selon un schéma idéologisé ou très politisé, c'est-à-dire pour ne pas dire très politicien. On est toujours dans des querelles, si vous voulez, de droite ou de gauche, libéral, libertin. Mais là, le problème, à chaque fois quand on parle de droits de la femme en Algérie, cela évoque beaucoup de choses pour certains, c'est-à-dire que vous voulez en train de remettre en cause certains acquis, le statut de la femme, vous voulez libérer la femme. Là, je crois qu'on n'est pas encore sorti ce qu'on appelle du débat pollué par rapport au statut de la femme et au rapport entre la femme et l'homme en Algérie. On n'arrive pas jusqu'à présent à poser les termes de débat de manière sereine, de manière très équilibrée, de façon rationnelle, et de dire finalement que les droits de la femme, les questions des droits de la femme ne se posent pas uniquement en Algérie, mais la question se pose à l'échelle universelle. C'est-à-dire que la définition qu'on donne à la notion de droit, pas uniquement le droit de la femme, la question des droits de l'homme de manière générale, doit être reposée de façon très saine, très équilibrée, mais dans le cas algérien, malheureusement, cette question elle a été réappropriée par le discours politique et qui c'est lui qui impose l'intonation et l'orientation. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois quand on parle d'essayer d'évoquer la question des droits de la femme, le statut par rapport au code de la femme et tout, il y a toujours ce qu'on appelle l'arrière-fond, si vous voulez, sociologique, idéologique qui surgit et qui parasite un peu le débat. Moi, je voulais juste rapidement un mot quand même sur la question. Ça me semble particulièrement important. On donne l'impression de consacrer un temps au sujet du droit des femmes à l'occasion du 8 mars. Ouais. Ce que je tiens à dire, c'est que si le Hirak a montré toute la puissance de la présence féminine en Algérie, il a aussi montré que la question de l'égalité homme-femme est une question centrale, nodale, dans la construction des nouvelles institutions. Elle est centrale. Nous, on a pensé, quand je dis nous, c'est les activistes, on a pensé avec le travail de coordination pour mettre en place une transition politique, on a pensé pouvoir différer le débat sur la place des femmes, sur l'égalité des femmes. De même qu'on a pensé différer le débat sur les responsabilités dans les années 90. Et sur les deux questions, en définitive, on s'est un peu trompé. On a été rattrapé par la question des années 90. C'est un peu en gros avec cela que les services, les officines et les spin doctors ont cassé l'unité du Hirak. Et on n'a jamais réussi à résoudre la question de l'égalité homme-femme. Et j'en veux pour preuve toutes les difficultés
qu'on a eu quand on a été extrêmement large et extrêmement exclusif dans la démarche de la société civile et la fameuse conférence du 15 juin 2019 qui a réuni tous les acteurs de la société civile. À 2 reprises, le processus de préparation a failli capoter, une fois à cause de la présidentielle. Est-ce qu'elle devait être au début du processus de transition ou est-ce qu'elle devait être l'aboutissement du processus de transition? Et c'était une divergence entre 2 grandes ailes de cet espace très très large. À l'époque, on parle de mai-juin 2019. Et l'autre question qui a failli aussi nous a levé de la table, c'est la question de l'égalité homme-femme. C'est une question sur laquelle on subissait la pression très forte des conservateurs. Et elle est la représentation de ce qui existe dans la société algérienne, largement, il faut l'admettre. Et puis la pression, d'un autre côté, des féministes qui étaient présentes dans cet espace-là et qui ont refusé d'aller plus loin si la question de l'égalité n'était pas affichée parmi les autres questions. Et il y avait ce fameux débat qui se posait. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut vraiment bien considérer que c'est une question qui est extrêmement importante, qu'il faut toujours avoir sous l'œil. Et évidemment, en Algérie, on est dans un pays qui est loin de consacrer cette égalité. Rapidement, وقتها ولا ماشي وقتها Amina Haddad? Toujours Waqtaha. Je suis partisane du Waqtaha, Nantasser et tout ça, ça me parle encore. Une petite chose, la parité sur le terrain, la parité numéraire, hommes-femmes, la parité de traitement des hommes et des femmes. On a 6 Algériennes, 6 compatriotes qui sont dans les geôles du système. Elles font partie des presque 400 ou 400 et plus, Zeki n'est pas là pour qu'on soit précis dans nos déclarations. Elles font partie des 400 personnes retenues en prison pour avoir criminalisé leur action, leur revendication démocratique ou leur revendication pour la cause nationale. Tout comme sur l'échelle du Hirak depuis son début, une vingtaine de femmes sont passées par la case prison et une bonne centaine ont eu des poursuites judiciaires. Alors, qui dit droit de la femme dit évidemment droit de l'homme. J'aimerais juste vous rappeler que la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a appelé hier le gouvernement algérien à changer de cap et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits de son peuple à la liberté de discours, d'association et d'assemblée pacifique. Et donc, ça nous rappelle que la situation des droits de l'homme est préoccupante aujourd'hui. Vous avez été présents tous les deux à la naissance du Front national contre la répression et pour les libertés démocratiques en Algérie. Beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ont dit encore un Front national, encore une assemblée. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? En fait, le Front contre la répression et pour les libertés a été créé dans une séance à laquelle je n'ai pas assisté au mois de novembre, n'est-ce pas, novembre dernier. Depuis ce temps-là, je pense qu'il y a eu 2 séances de réunion et puis les collaborateurs participants ont rédigé un texte fondateur, donc qui se veut être une sorte de mithaq, une sorte de charte qui met en commun les objectifs, et puis une déclaration, donc la réunion à laquelle on a assisté samedi dernier au siège du MDS, c'était justement la séance de proclamation et d'adoption. Je pense que ces 2 textes ont été adoubés à la majorité, avec une séance de participative de critique et d'avis, de correctifs, etc. Bon, qui, je pense, c'est encore pris en charge. Moi, à l'écoute des interventions, j'ai eu effectivement la boule au ventre de constater encore une fois, d'ailleurs j'ai partagé avec vous la remarque de me voir à J-3 ans. De cette action, de l'essence même de cette action. J'ai eu l'honneur, le privilège de faire partie des personnes qui ont créé le réseau contre la répression. Et effectivement, quand notre plateforme d'action était articulée sur la constitution d'un pôle judiciaire, d'un pôle médiatique, donc un des objectifs atteints par le réseau a été la sensibilisation à la question des détenus d'opinion. Un comité qui réunit les familles des détenus entre elles, et effectivement ça participait à une organisation qui a porté ses fruits sur la prise en charge et de la retranscription
des informations concernant les détenus d'opinion, et la sensibilisation sur le terrain, sur les réseaux sociaux, et l'organisation autour des aides, parce qu'il y en a eu, en faveur des familles qui étaient en nécessité. Donc, je remarquais et j'encourage que ça se reproduise parce qu'il y a eu un temps d'arrêt qui est dû à un certain nombre de raisons et puis surtout qu'on n'a pas voulu de la pérennité de cette action conjuguée. Eh bien, le Front remet ça. J'espère seulement que c'est un front, puisque c'est le choix de l'intitulé, c'est à ce mot comme premier mot de son intitulé, le front, Djibha. Donc Djibha, ils vont certainement prendre en considération les autres entités qui ont existé, qui ont un passif et un actif, et puis reprendre de là où il sera possible de reprendre. Mais cette cause mérite de toute manière un cadre pour la mobilisation. Vous êtes partie prenante de ce Front National. À quoi il va servir concrètement? À dénoncer, à donner les informations sur les détenus, ou est-ce qu'il aura aussi d'autres objectifs? Je pense que ces objectifs vont dépendre de la perception que chacun va avoir de comment la situation va évoluer. Au moment où l'idée a commencé à circuler, moi je faisais partie des gens qui n'étaient pas très convaincus qu'il fallait consacrer un tel intitulé à une telle opération. Je considérais qu'il y avait déjà les expériences que vient de citer Amina, qui a les Ligues des droits de l'homme, CNLD, etc. Et les journalistes qui se battent pour leurs journalistes, peut-être pas assez, on peut toujours en dire un mot, mais qu'il n'y avait peut-être pas matière, d'autant que c'est quelque chose qui habillait bien pour déshabiller Paul, enfin, entre guillemets, l'expression consacrée. Et Paul, c'est la proposition politique, c'est l'animation l'alimentation de l'offre politique pour l'opposition, pour les élites de Hirak. Depuis, j'en suis revenu. Ça, c'était un point de vue du mois d'octobre, peut-être. Depuis, j'en suis revenu parce que quelques-uns des promoteurs de cette initiative se sont retrouvés en prison. Quelques-uns de ceux qui ont participé aux premières réunions, Zaki Hannash, ou quelqu'un qui était particulièrement actif, Tahar Khawas, qui est toujours en garde à vue. Oui. C'est un scandale absolu. Devant le procureur encore nos jours. C'est qu'on on est en train d'aller vers les 12 jours, sont donc menacés. Et donc c'est clair qu'il est arrivé un moment où il faut mettre en commun les capacités de réaction. Après, tu dis à quoi ça va servir. Ça va servir à documenter, ça va servir à apporter de l'assistance juridique, ça va servir à apporter de l'assistance aux familles, même si on veut criminaliser maintenant l'assistance aux familles, mais je pense qu'il faut absolument, tout ce qui est droit de l'homme, moi il y a une question, c'est tout ce qui est droit de l'homme, il faut l'assumer publiquement, apporter de l'aide aux familles, du conseil juridique, médiatiser leur cas comme nous essayons de le faire, comme on l'a fait on l'a fait en partie grâce aux lanceurs d'alerte, grâce à Zaki Hannash notamment. Ça, il faut continuer de le faire, mais avec aujourd'hui une manière documentée. Par exemple, une base de données des détenus, ceux qui sont menacés sous contrôle judiciaire et des procédures, etc., unifié, avec entrée-sortie, accessible à tout le monde, etc. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est tout à fait nécessaire parce qu'on est en train de s'inscrire dans la durée. On a eu tendance à penser que c'était lié au moment où Abdelmadjid Tebboune allait devoir s'installer, qu'il fallait faire place nette pour qu'il puisse s'installer et qu'après les choses allaient rentrer, entre guillemets, dans la normalité. Ce n'est pas le cas. Et le régime est devenu totalement addict de la répression. Il ne peut pas se priver, même quand il fait des gestes pour libérer certains détenus. Quelques semaines après, il se remet à en arrêter d'autres. Et d'ailleurs, il a, dans le courant de l'année 2021, dramatisé le tableau puisque le Haut Conseil de la Sécurité a décidé de désigner des organisations comme étant terroristes, des organisations qui ne le sont pas, et donc des militants pacifiques qui ne sont pas terroristes, les a désignés comme terroristes. Et donc, comme la répression s'inscrit dans la durée, la riposte aussi est en train de s'inscrire dans la durée. Chef Denis, est-ce qu'on peut considérer ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Algérie réponde à la haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme? Est-ce qu'ils peuvent répondre en disant que c'est de l'ingérence ou est-ce qu'ils peuvent répondre en donnant des arguments comme c'était le cas, notamment dans le cas de Karim Tabou, pour ce qui est des droits de l'homme au niveau de l'ONU? Non, étant donné que ça vient d'une organisation internationale, je crois que la pratique diplomatique voudrait que l'Algérie réponde. Maintenant, c'est à eux de donner le contenu, les arguments, le contenu qu'ils vont proposer.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a la position de la Commission des droits de l'homme dirigée par Michel Bachelet et la réponse algérienne. De là à dire qu'est-ce qu'ils vont boycotter, non, je ne crois pas. Ce n'est pas une ONG, c'est une organisation internationale dans laquelle l'Algérie siège. Je crois qu'ils vont y répondre certainement. Quand, ça, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui devrait être mis comme élément de langage dans cette déclaration, on saura d'ici quelques jours. Et sur le plan politique, il faut rappeler aussi que hier, c'était le procès en appel de Fethi Herres à la cour d'Alger. Fethi Herres qui est en prison depuis 8 mois. Le procureur a requis la même peine, donc 4 ans de prison. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Le verdict, c'est le 22 mars 2022. Je voulais juste ajouter, parce qu'effectivement, la naissance de ce front contre la répression et pour les libertés a peut-être masqué d'autres événements qui valent ce qu'ils valent. D'autres événements politiques, mais je pense qu'il y a une importance tout aussi considérable et appréciable de la naissance, juste à la veille du 22 février, d'une dynamique autour d'un pacte pour la mobilisation citoyenne qui propose les termes d'une plateforme autour de laquelle peuvent s'organiser toutes les forces qui ont fait le Hirak, et c'est extrêmement large, et ça ressemble un peu à la dynamique qui a amené à Mazafran. En termes de démarche, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas au régime, il y en a d'autres qui auraient dit à la SABA, ça ne s'adresse pas au régime, c'est pas encore la phase de tentative de dialogue au régime, même si le mot négociation est écrit dans cette formulation dans le pacte, ça s'adresse aux acteurs qui doivent se mettre d'accord sur un code de conduite, Mabinathum, des choses qui n'ont pas pu être faites. Et ça, c'est, je pense, une relance de l'initiative politique autour duquel il va se passer des choses dans les prochaines semaines. À un moment donné, si, par miracle, parce que la conjoncture internationale, je t'offre une transition, poussera dans cette direction, le régime algérien se rend compte que cette voie sécuritaire hyper répressive, etc., ne mène à rien et qu'il se met à un moment donné à vouloir revenir vers la discussion et la négociation, les partenaires dans le camp populaire, eux, auront fait un chemin. Ils n'arriveront pas les mains vides. Ils auront fait un chemin grâce à cette négociation qui est ouverte autour du pacte. Évidemment, merci pour cette transition sur la guerre contre l'Ukraine. Et il faut rappeler juste, on profite de votre présence, chef d'État, qu'il y a une semaine, il y a eu un vote à l'Assemblée générale pour exiger le retrait des troupes russes. Un vote qui a été approuvé à une majorité écrasante. Plus de 140 pays ont voté pour, 5 ont voté contre, 35 abstentions, dont celle de l'Algérie. Comment interpréter cette position d'Algérie qui était évidemment attendue, celle de l'abstention? Oui, en fait, l'abstention, c'est-à-dire que c'est un positionnement, disons que dans le cas d'espèce, on va dire l'Algérie, elle est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que ne pas approuver une telle action. D'un autre côté, bon, qu'il soit dit en passant de point de vue, je dis bien du point de vue du droit international, c'est considéré comme une agression. Parce que l'Ukraine reste un pays souverain, membre des Nations Unies. Oui. Ça, que les choses soient claires. Reste pour l'Algérie maintenant, bon, d'un point de vue diplomatique et alignement stratégique et tout, l'Algérie ne peut pas, c'est-à-dire enfoncer davantage la Russie. C'est un allié historique avec lequel nous avons beaucoup de relations, il y a des partenariats stratégiques qui se tissent. N'oublions pas aussi, il y a une certaine entente, une certaine coopération dans les domaines non pas militaires et stratégiques et de défense, mais aussi dans le domaine énergétique. Donc, dans le cas d'espèce, prendre position en faveur de l'un et de l'autre devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire de plus en plus compliqué. Il y a même, je ne parle pas des pays européens, des pays occidentaux, il y a même des pays qui sont, on va dire, proche un petit peu du camp occidental, je cite le cas du Maroc, ne s'est pas prononcé. C'est dire qu'actuellement, la situation est tellement compliquée, il y a des enjeux très complexes, des enjeux apparents et des enjeux sous-jacents, c'est-à-dire se positionner devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans une posture où on doit peser un petit peu dans un tableau de perte et de profit. Dans le cas d'espèce, l'Algérie, je pense que n'a pas trouvé mieux, ou plutôt la position qui semblait pour nos dirigeants, c'est de dire finalement, on ne soutient pas directement, mais on s'abstient. On s'abstient parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas quelles seraient les implications,
Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir par la suite. Et comment vous expliquez la position du Maroc qui n'a même pas participé au vote? Est-ce que ça existe dans les us diplomatiques? Oui, bien sûr qu'il peut ne pas participer, c'est-à-dire que ça n'engage que lui. Là, bon, je n'ai pas des données, des éléments de réponse pour pouvoir répondre de façon catégorique. Mais peut-être, hypothèse pour hypothèse, peut-être que le Maroc, en refusant de se prononcer aussi bien pour ou contre, c'est un message que les Marocains voulaient envoyer. À qui? Est-ce les Européens qui apparemment restent frileux par rapport à la question saharo-occidentale? Est-ce un message aux Américains qui, apparemment, depuis l'administration de Trump, qui leur ont promis un petit peu de les aider davantage, de le conforter davantage dans la question de la, entre guillemets, de la marocanité du Sahara occidental? Ce n'est que des conjectures. Le président Biden n'est toujours pas revenu? Tout à fait, voilà. Ce n'est que des conjectures, c'est-à-dire que je pense qu'il y a que les Marocains qui sauront répondre mieux. Ça renseigne sur la difficulté de la situation pour qu'un pays sorte de toutes les possibilités pour, contre ou abstention. J'ajouterais, pardon, dans le cas d'espèce, pour un petit peu essayer d'expliquer un petit peu l'idée de la difficulté. Prenons le cas d'un pays comme la Chine. Qui s'est abstenu? La Chine qui s'est abstenue, la Chine qui est une grande puissance, l'Inde. Et généralement, dans le jargon diplomatique, pour une grande puissance comme la Chine, l'abstention vaut acquiescement. C'est-à-dire que c'est un appui implicite. La Chine qui a toujours été connue par ses abstentions depuis des années. Ça ne vaut pas acquiescement. Non, je ne sais pas, c'est-à-dire acquiescement, parce que là, c'est vrai que... C'est la même chose, mais vous avez raison, c'est la même chose pour l'Algérie aussi. C'est la même chose, mais il faut savoir une chose, non, il faut savoir une chose, que les mots qu'on utilise, les positions qu'on adopte, ils n'ont pas la même signification, la même définition. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une grande puissance comme la Chine, quand elle sort, c'est qu'il est membre permanent. Ça, il faut le dire, qui est une résolution qui est adoptée au niveau de l'Assemblée générale. Ce n'est pas une résolution qui est dans le Conseil de sécurité qui a un caractère exécutoire. Donc là, dans le jargon des organisations internationales, dans le jargon diplomatique, on n'est pas dans la même configuration. La Chine étant membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire que ce membre permanent, soit il appose son veto, soit il approuve, soit il s'abstient. Et généralement, on dit l'abstention pour un membre aussi important de membre permanent, généralement vaut une approbation. C'est ça. Et ce qui nous intéresse, évidemment, vous avez parlé que sur le plan international, ça reste donc une agression contre l'Ukraine, pays souverain et indépendant. Et ce qui nous intéresse, évidemment, c'est l'impact sur un pays comme l'Algérie, qui est très proche de la Russie. Sur tous les plans, surtout sur le plan militaire. On a parlé de l'abstention de l'Algérie. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet impact? Il y a un impact politique, évidemment, un impact diplomatique. Pour l'instant, on parle d'un impact énergétique. Il y a eu la visite du ministre italien des Affaires étrangères il y a quelques jours avec le patron de la société gazière italienne. L'Algérie peut-elle aujourd'hui, on connaît la réponse, représenter l'alternative au gaz russe? J'espère que votre réponse ne va pas vous mettre sous contrôle judiciaire, Hassan Radi, parce qu'il faut faire très attention quand on parle du gaz aujourd'hui et quand on parle de Sonatrach. J'aurais souhaité que ce soit le cas. J'aurais souhaité que ce soit le cas. Il faut quand même... on nous reproche de nous lamenter beaucoup dans le café presse politique. C'est difficile de faire autrement, mais on ne peut pas ne pas observer qu'il y a de belles opportunités, entre guillemets, d'affaires que l'Algérie est en train de rater parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant les années d'avant. On a paralysé la prospection dans l'amont pétrolier à cause de la loi Khlil qui a été remise en cause, qui n'aurait pas dû d'ailleurs remettre en cause la loi précédente qui marchait très bien. On n'a jamais réussi à attirer les majors, les acteurs internationaux. On a un amont pétrolier, pétrogazier qui est extrêmement prometteur, qui était extrêmement prometteur. Les choses sont en train de changer aujourd'hui parce que nous sommes en train de rentrer dans une planète qui veut se décarboner et donc aujourd'hui les grands acteurs ne mettent plus autant de billes dans l'amont pétrolier et pétrogazier et c'est une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole et du gaz aujourd'hui est en train de flamber. On aurait pu le faire, on a raté beaucoup d'opportunités, on aurait pu engager la transition énergétique de manière plus importante pour consommer moins de gaz et avoir plus de gaz disponible à l'exportation. Abdelmadjid Tebboune a été ministre, ça par contre ça peut amener le contrôle judiciaire, même la prison, a été ministre
de logement depuis Antépulène, je ne sais pas combien d'années il a été. Il n'a jamais introduit un programme contraignant d'isolation thermique qui nous permet de faire des économies d'énergie et donc de libérer des quantités pour l'exportation. Nous gaspillons dans la manière de refroidir en été et de la manière de réchauffer en hiver. C'est catastrophique. C'est un manque de vision. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence, enfin l'histoire jugera, mais on a raté ces opportunités-là. Aujourd'hui, on aurait pu, à l'aise, gagner 15-20 milliards de dollars de plus par an si on avait engagé toutes ces politiques sans qu'on soit responsable de ce qu'a fait Poutine. Poutine a choisi d'aller dans la guerre et nous, on serait arrivés avec des solutions supplémentaires. Ce n'est pas le cas. Après, est-ce qu'il y aurait eu la volonté politique? J'imagine que c'est un peu ça aussi la question sous-jacente. Est-ce que le régime d'Alger peut aller au pied levé replacer des quantités de gaz et de pétrole russe absentes sur le marché mondial? D'abord, peut-être plus sur le marché européen. Et là aussi, si tu as de la marge de manœuvre, tu es plus indépendant politiquement. Or, et c'est à cela que je voulais en revenir, nous ne sommes pas indépendants du point de vue de la diplomatie parce que nous avons un parti pris qui nous a affaiblis et c'est le parti pris de la contre-révolution. L'Algérie, depuis 2011, s'est positionnée avec la contre-révolution. Bouteflika n'a pas aimé la chute de Ben Ali, n'a pas aimé la chute de Kadhafi, n'a pas aimé la chute de Moubarak, a défendu Assad en Syrie et s'est toujours résolument mis, et il a entraîné la diplomatie algérienne avec lui dans ce positionnement-là. Et ça s'aligne avec la position de la Russie. Et donc l'Algérie, dans un contexte comme celui-là, elle continue. C'est pas en termes juste d'intérêt. Il n'y avait aucun doute que l'Algérie allait voter l'abstention. Et écoutez les médias algériens officiels, comment ils parlent de cette guerre-là. Ils sont pro-russes. Ils essaient de faire attention. Oui, mais ils sont pro-russes. La chaîne publique. Nous sommes malheureusement pas indépendants. Alors, moi, je n'ai pas les mêmes intérêts que le régime algérien. Moi, les régimes autocratiques, je suis désolé, les régimes autocratiques qui soutiennent le régime algérien, qui met en prison mes amis, qui fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que la question qui se pose, juste pour vous répondre, c'est la chaîne publique algérienne parle de Amaliyat Difa'iyya, donc les opérations de défense russe, et même en Russie, aujourd'hui, les médias n'ont pas le droit d'utiliser le mot guerre, ni conflit, ni attaque, ils sont obligés de parler, ni invasion, surtout pas, mais ils parlent d'opérations spéciales, je pense, militaires. Je voulais juste dire que je recommande cet article, l'Algérie et le monde, qui est Détournement et malentendu, qui est signé par Adlan Mohamdi sur les relations internationales, sur le positionnement de la diplomatie algérienne, qui est apparu dans l'ISRA et qui résume toute la faiblesse et toute la logique. L'Algérie en deux mots, l'Algérie est forte avec les faibles et très faible avec les forts. On fait du Maroc et du combat pour la reconnaissance des États sahraouis quelque chose de sacré. Et on n'a jamais pu condamner Abu Dhabi pour l'ouverture d'un consulat à Dakhla, ce qui est un scandale, ce qui est une provocation directe. Moi, je me revendique comme quelqu'un de l'opposition pour la démocratie, etc. Demain, je suis aux affaires, je sanctionne les Émirats Arabes Unis pour cela. Parce que c'est une agression. Ça, on fait pas comme Poutine. Même s'ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. C'est une agression. Ils n'ont aucun intérêt à ouvrir c'est une agression anti-algérienne. Il n'y a aucune interprétation possible. C'est une agression anti-algérienne. C'est pas pour faire peur seulement au Maroc. Et pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que Ahmed Gaïd Salah et l'ANP et là se sont complètement fourvoyés avec les intérêts émiratis. Et aujourd'hui, on ne peut plus être indépendant par rapport à ce pays-là. Donc on est ligoté sur tous les axes. On est ligoté sur l'axe du Mashraq des pays du Golfe. Avec Moscou, on n'en parle même pas, puisque Hakkar se fait taper sur les doigts parce qu'il a dit un mot qui n'a pas plu, et on se retrouve avec Youssef Salami sous contrôle judiciaire. Voilà, et donc on est dans une situation où les intérêts du régime ne sont pas les intérêts de Hirak, ne sont pas les intérêts du peuple. L'impact politique aujourd'hui, quel impact politique sur l'Algérie, sur la politique algérienne peut avoir cette guerre? Est-ce que c'est dans notre intérêt que le régime russe s'effondre, ou est-ce que c'est dans notre intérêt qu'il résiste encore? Non, en fait, moi, pour le moment, c'est le régime ukrainien qui résiste. Non, peut-être que je vais nuancer le propos. On ne se trompe pas. Je diverge un petit peu avec Hassan par rapport à la lecture. Moi, je raisonne en termes actuellement avec ce qui se passe en Ukraine, les bouleversements géostratégiques
qui risque d'avoir comme répercussion sur les États, les pays. Je laisse les régimes de côté, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir. Ce qui se passe, c'est on est en fait dans un dossier à multiples tiroirs. Donc c'est des dossiers, c'est des segments, et chaque segment a un impact sur l'autre. Donc il y a l'aspect géostratégie, l'aspect guerre, l'aspect rapport de force, les actions militaires, et avec un arrière-fond qui est économique, qui est fondamental. Donc, premier postulat, c'est qu'on assiste actuellement, à part les pays européens, les pays qui sont arrimés au camp américain occidental, il est très difficile d'adopter une position ferme par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas pour je cite un cas, l'Allemagne par exemple. L'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne, elle est dans une position très inconfortable. Au premier temps, les Allemands étaient très réticents. Par exemple, l'application de la décision de bannir toutes les compagnies russes, les entreprises, du système SWIFT. Tout le monde, pas tout le monde, à quelques exceptions près, c'est-à-dire qu'il y a 35 pays, ils ont répondu favorablement. 2 pays ont dit non, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne et l'Italie, parce que ce n'est pas uniquement le gaz. Les Allemands, c'est un très grand pays. L'Allemagne est l'un des premiers investisseurs en Russie. Et il y a des intérêts très liés entre les deux. Donc, quelque part, un État démocratique, un régime démocratique face à un régime autoritaire. Là, j'ai tendance à dire, quelque part, on est plus dans une sorte de communauté d'intérêts que de communauté de valeurs. Donc là, il y a l'implication à la fois politique et l'implication économique qui est fondamentale, qui fait que même les pays européens qui sont, à mon sens, les plus grands perdants dans ce conflit et les implications, les conséquences qui risquent de se produire, quid maintenant pour les pays du Maghreb et l'Algérie. L'Algérie, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que le premier marteau, c'est de saisir l'opportunité de dire finalement, on est sollicité pour y répondre, pour pomper davantage de quantité. Et là, je ne suis pas un énergéticien pour y répondre. Il y a des experts qui l'ont dit, apparemment, les capacités sont limitées. Mais d'un autre côté, quand bien même on aura ces capacités, il y a un problème fondamental par rapport à l'allié russe. Cela d'autant plus qu'au sein des pays de l'OPEC+, et ce qu'on appelle le forum du gaz, il y a une forme d'entente, une sorte d'alliance entre certains pays comme la Russie et le Qatar. Si tant est qu'on puisse augmenter, cela pourrait être interprété par les Russes comme une tentative de leur faire un bébé dans le dos. Donc là, je crois que au-delà de l'affaire, est-ce que ça arrange le régime? Non, je pense que pour l'Algérie en tant qu'institution, c'est-à-dire qu'on est dans la situation n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'adopter une position envers la Russie ou non, ce n'est pas une mince affaire. On pourrait en profiter économiquement, mais d'un autre côté, la question qui se pose actuellement, quelle est la trajectoire que ce conflit va prendre? Parce que dans le cas d'espèce, le risque d'enlisement, ce n'est pas uniquement pour les pays occidentaux qui ont dit clairement, qui ont affiché clairement le refus d'affronter militairement directement la Russie. Mais le risque d'enlisement, c'est aussi pour la Russie. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Peut-être que cela va provoquer l'effondrement du régime, du pouvoir de Poutine, et me semble-t-il, c'est une hypothèse, ce qui est recherché en fait à travers les sanctions qui sont imposées, et apparemment, ça va aller crescendo. Parce que ce qui est recherché, entre autres, au fait d'acculer la Russie et de la pousser à replier davantage, ce qui est recherché, me semble-t-il, c'est d'arriver vers une sorte de révolution interne, de faire tomber le régime de Poutine. Amina Haddad, vous avez été marqué par ces images de réfugiés ukrainiens, de ces femmes ukrainiennes qui dorment par terre, qui se réfugient dans les stations de métro. Plus d'1,5 million de réfugiés ukrainiens à ce jour aujourd'hui dans le pays. Évidemment, on ne peut pas rester insensible ni à ces images, ni à cette situation humanitairement parlant, parce qu'être en faveur du droit international est une posture basiquement humaine avant qu'elle ne soit citoyenne. Mais il y a quand même un ressenti, et je ne pense pas être la seule à l'avoir constaté, c'est le traitement médiatique dont bénéficie ce conflit, avec des postures, même plus que des postures, c'est des statures de dénonciation de l'autoritarisme,
qui passe par des cheminements propagandistes flagrants. Ça, on le constate dans les médias institutionnels occidentaux ou pro-occidentaux. Et puis, paraît-il, mais ça ne nous est pas accessible, la même chose existe du côté russe, où même les Russes se sont privés de l'information qui retrace le conflit dans son entité propre, honnête et se rapprochant à la vérité. Pour vous, chaque camp fait de la propagande. C'est évident, c'est clair. De toute façon, ça a des relents déjà connus. Moi, ça me remet dans les années 90, même si j'étais jeune et que je n'avais pas une capacité d'appréciation, mais on a exercé l'œil sur ce genre de traitement où ça m'amène à craindre non pas de ce que serait l'issue du conflit, que je ne maîtrise pas du tout, mais déjà dès son déroulement. Quand je vois que par autoritarisme, la Russie a la capacité d'actionner l'interruption de Facebook sur son territoire, que l'UE répond par une mesure aussi pas démocratique du tout et aussi autoritariste qui consiste en l'interdiction des chaînes de télévision qui rapportent du moins l'opinion complémentaire ou contraire. Et ce genre de pratique, l'interdiction de facto de toute personne appartenant même à des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec la belligérance et qui relèvent du sport ou de l'art, de la culture, l'interdiction d'un film sur les tsars par Walt Disney. Enfin, on entend tous les jours des mesures qui se veulent être des mesures de sanction, mais qui sont des pratiques qui touchent avant tout la souveraineté des pays. Et c'est là où je transpose ma crainte à moi en ce qui concerne l'Algérie, c'est que le terrain connu d'une guerre qui est l'armement, etc. Bon, c'est un terrain connu qui a sa propre propagande, mais il y a aussi d'autres terrains que nous sommes en train de découvrir, à savoir tous les liens de dépendance des uns et des autres. Si demain l'une des deux parties décide de toucher à Internet, nous serons directement impactés, ainsi que, et pour ne pas mobiliser la parole, mais j'ai des craintes sérieuses sur le recul de la pratique démocratique et le recul des libertés. Si il est permis de part et d'autre d'avoir recours à des pratiques peu recommandables, sous des cieux qui se veulent être les chantres de la démocratie et de la liberté, que deviendra-t-il de nous? C'est là où j'ai le souvenir très, très douloureux de ce qui nous est arrivé pendant les années 90, à l'ombre du conflit qui a opposé l'impérialisme américain à l'Irak. Très rapidement, une dernière question. Oui, on a déjà dépassé le temps. Une dernière question sur l'impact. On a parlé souvent d'impact sur l'Algérie. Quand on voit un baril à $120, un baril de pétrole à $120, est-ce que ce n'est pas déjà un impact positif sur l'économie algérienne ? Forcément. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau, même si je préfère que le prix du blé explose aussi. Et nous sommes très acheteurs de blé. On est dans un scénario qui ressemble plus à 1973 et 1989 qu'à 2008, où il y a eu un emballement du prix du pétrole qui était lié à une sorte d'excitation de l'économie mondiale où la demande, notamment la demande asiatique, a tiré vers le haut les tarifs. On va dire que c'était plutôt un scénario plutôt sain. C'est une croissance soutenue de la demande qui a hissé le prix du pétrole à $148 le baril du temps de M. Cheikh Ibrahim en 2008. 148 ouais. barils, c'était le sommet atteint. On n'est pas dans ce scénario. On est dans un scénario où ce sont des événements de rupture de l'offre qui provoquent sa hausse de prix. Et ce ne sont pas les bons scénarios. Parce que la rupture de l'offre, c'est un accident la rupture de l'offre, c'est la guerre d'octobre 73 pour les plus jeunes. Hein. Et celle de 69, c'est la guerre de 79, c'est à 81, c'est la guerre Iran-Irak qui nous a permis d'avoir le programme anti-pénurie, toujours pour les plus jeunes, avec Chadli Bejdid qui nous a importé des Zodiac et plein d'objets de ce type. Là, non, mais Aswaq al-Fallah. Donc, ces scénarios-là se sont retournés très vite parce que la rupture de l'offre provoque une adaptation de la demande qui est souvent sévère et qui va, sévère, ça veut dire des économies
de consommation, des mesures de transition énergétique, etc., qui provoquent un retournement de marché et qui nous ont à chaque fois coûté très cher. On n'est pas dans le bon scénario, c'est-à-dire que donc ça peut se retourner. On va en profiter, tant mieux. On avait une fonte des réserves de change qui était extrêmement préoccupante. Cette fonte va s'arrêter, va peut-être même pouvoir reconstituer un petit peu ses réserves de change. C'est une bonne nouvelle. On n'en fera rien du tout si on ne crée pas une économie. Et le régime de Ali Majid Tebboune n'est pas en train de créer une économie. Enfin, on a encore pris des mesures, on a bloqué les mesures de panique. On a bloqué les importations et les exportations des produits alimentaires. Les Algériens, on a poussé depuis 3 ans, on a dit l'exportation c'est prioritaire, c'est prioritaire. Les entreprises algériennes commencent à avoir des marchés à l'international de sucre, de produits, de pâtes alimentaires. Et aujourd'hui, on décide que tout ce qui a besoin d'un produit, d'un entrant importé, ne peut pas être exporté, même s'il est transformé en Algérie, je voulais terminer quelque chose. Même s'il est transformé en Algérie. Et donc, on casse une dynamique. On ne sait pas quelle est la difficulté qu'il va y avoir à pouvoir reconquérir des clients à l'international à cause d'une mesure administrative complètement idiote qui date de 4 jours. Je voulais juste tirer 2 conclusions qui sont, pour nous et pour l'avenir, qui sont extrêmement importantes avec ce qui vient d'arriver dans le scénario de la guerre. On a toujours pensé que d'intégrer les économies, c'est la meilleure défense, c'est la meilleure protection contre la guerre. L'Union européenne, ça a été fait pour cela. Et le capitalisme des années Yeltsin et des années Poutine a été fortement intégré à l'économie mondiale à travers les oligarques, à travers plein de contrats. Et aujourd'hui, on voit que les entreprises russes sont mondialisées et sont présentes partout dans le monde. On pensait que c'était suffisant. Il y a une doctrine très forte. J'avoue que moi-même, j'ai toujours prôné l'ouverture de la frontière avec le Maroc et la croissance des économies, des échanges économiques qui pourraient nous protéger d'une guerre directe tout en restant sur les mêmes positions sur le Sahara occidental en faveur de multiplier les liens en faveur de l'autodétermination des Sahraouis s'ils ne veulent pas être marocains et on doit pouvoir leur poser la question. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la première grande leçon de ce que vient de se passer, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'il manque un deuxième pilier. Le deuxième pilier qui manque, c'est la liberté des opinions. C'est la démocratie dans les pays acteurs. S'il y a de la liberté d'opinion, s'il y avait en Russie une démocratie, peut-être qu'on aurait retenu, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu Poutine à la tête du pays, peut-être qu'on aurait empêché cet accès de folie guerrière, parce que c'est un accès de folie guerrière. Il peut avoir toutes les raisons du monde. Il peut considérer qu'il a été agressé, que l'OTAN est venu que c'était insupportable, encerclement, les pays baltes, la Roumanie, tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est quand même une atteinte au droit international et c'est la guerre et ça crée du malheur, ça crée un désordre planétaire. Et ce qui manque, l'autre pied, évidemment, mondialiser, intégrer, créer des liens, parce que ça protège, ça crée de la paix, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des opinions libres qui peuvent choisir librement leurs responsables. Responsables. C'est la deuxième leçon. Et nous, on a besoin des deux. Nous ne sommes ni un pays intégré dans le monde, ni on peut choisir nos responsables librement. Vous êtes d'accord, Chef Delis, la démocratie est un facteur essentiel dans cette conjecture ? Oui, bien sûr que c'est un facteur essentiel, voire même indispensable. Mais par rapport à ce qui se passe, c'est que les enjeux, où sommes-nous où se situons-nous par rapport à ce qui se passe en Ukraine ? C'est que là, il risque d'y avoir double fracture. La première, c'est-à-dire que l'enlisement, dans le cas de l'hypothèse de l'enlisement de la Russie, ça reste un scénario probable ou pas improbable, ça reste un scénario, c'est une incertitude, mais qu'on ne peut pas l'écarter et que cela risque d'avoir des conséquences. La deuxième fracture, c'est que les Occidentaux arrivent, si vous voulez, arrivent à leur fin par un rouleau compresseur de sanctions économiques qui aboutirait non seulement à faire plier Vladimir Poutine, ou la Russie qui a en bas de l'Inde plus de 650 milliards de dollars de réserves, qui peut tenir 2-3 ans, mais l'autre, ce qu'on appelle effet néfaste, c'est que les Occidentaux arrivent, si vous voulez, à repousser la Russie davantage, même si on peut ne pas être d'accord avec la doctrine adoptée par Poutine, mais il reste qu'il y a un impérialisme occidental qui a démontré son message hideux à travers ce qu'a dit Amina, la campagne, la tentative de créer son propre Russie, à tel enseigne que Dostoïevski a été interdit dans une université italienne. Et je ne parle pas de l'interdiction des chaînes comme Russia TV et tout. Donc là, je crois, à mon sens, que
pour l'instant, il est très difficile, c'est-à-dire qu'il est prématuré d'arriver à l'une des conclusions. Moi, je me garde d'arriver à l'une des conclusions. La situation, elle évolue, elle est complexe. Il y a une interdépendance économique qui a créé une interdépendance des vulnérabilités. C'est-à-dire que, tôt ou tard, on sera impacté, dans un sens comme dans l'autre. Reste maintenant à nous, Algériens, de l'Algérie, est-ce qu'on a les capacités, les ressorts à savoir s'adapter, à tirer profit, comme l'a dit Ihsan, $120 le baril, ça peut être bénéfique, mais cela ne doit pas nous conduire dans une sorte de torpeur et à reproduire les mêmes travers dans une économie de prédation, reproduire ce qu'on appelle le clientélisme qui aboutit au 22 février 2018. Et la guerre reste toujours la plus mauvaise des solutions. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci Chef Ladis, merci Amina Haddadi et Hassan Qadi. À la fin de chaque émission, comme chaque mercredi, une pensée pour tous les détenus d'opinion, sans exception, en particulier nos 4 confrères toujours en détention, Mohamed Moulouch, Hassan Bourras, mais aussi Abdelkrim Zghirish et Merzouk Touati. D'ailleurs, Abdelkrim Zghirish a été entendu par le juge d'instruction avant-hier à Constantine. D'ailleurs, il lui a dit « Je suis laïque, anti-islamiste, je ne comprends pas pourquoi vous m'accusez d'apologie, notamment du terrorisme. » Il est aussi accusé d'avoir une proximité avec le mouvement Rached, c'est ce qu'il dit lui, pour éviter demain encore d'autres réponses. Et évidemment, une pensée pour nos 2 confrères marocains, toujours en prison, Omar Radi et Slimane Raissouni, dont les peines de prison ont été confirmées pour tous les 2 par la Cour d'appel de Casablanca. Je peux me permettre de prolonger ta pensée. Bien sûr. Puisque pour revenir à notre point d'entrée dans cette séance, étendre nos pensées aux mamans, aux épouses, aux filles, aux sœurs combatives, très combatives, de détenus d'opinion. Tout un chacun a été marqué par le parcours retranscrit de la maman et de l'épouse de Merzouk Touati. Et ça n'est que l'exemple qui illustre d'une manière horrible, c'est le mot qui me vient en premier, de ce que peut être la souffrance étendue aux familles et qui augmente la souffrance du prisonnier lui-même d'une dimension insurmontable. Et la maman et l'épouse de Merzouk Touati qui ont dû parcourir 23 heures. Oui. Ils ont fait la route pendant 23 heures de Béjaïa à Ardaya puis à Larouat pour aller voir leur fils. On leur souhaite beaucoup de courage. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter.